Indignation générale après la mort du jeune Marocain précipité dans la Seine par des skinheads hier à Paris en marge d'une manifestation du Front National alors que l'enquête semble piétiner. Ce drame sera peut-être évoqué ce soir lors du grand débat qui opposera Lionel Jospin à Jacques Chirac. Débat diffusé en direct sur France 2 à partir de 21 h depuis ce studio 101 de la Maison de la Radio. Dans ce journal et juste avant 21 h, nous ferons le point des enjeux de ce débat alors que 20% des électeurs s'affirment encore pour l'instant indécis. Dans l'actualité de ce jour, également les bruits de bottes qui se multiplient dans l'ex-Yougoslavie et notamment en Croatie où l'armée régulière a mené une vaste opération contre les autonomistes serbes de Krajina qui ont répliqué en bombardant Zagreb ce matin. Et puis en Italie, ouverture du procès du chef suprême de la mafia, Toto Riina, accusé entre autres du meurtre du juge Falcone. Madame, Monsieur, bonsoir. Innombrables réactions après la mort du jeune Marocain précipité dans la Seine hier par des skinheads à Paris, en marge d'une manifestation du Front National. Certains demandent ni plus ni moins l'interdiction de ce mouvement, le Front National. Avant de revenir sur ces très nombreuses réactions, tout de suite le point de l'enquête en compagnie d'Agnès Varamian et Joseph Vachik. L'épicerie de la famille de Brahim Bouharam est restée fermée toute l'après-midi. Cet homme de 29 ans était le père tranquille de 2 enfants vivant actuellement à Marrakech avec leur mère. Dès l'adresse de la famille connue, SOS Racisme a rejoint les caméras et tenté de conseiller la famille dans le choix d'un avocat. Mais c'est vers l'ambassade du Maroc que les proches de Brahim Bouharam se sont finalement tournés. Sur le pont du Carrousel, une affichette manuscrite a été apposée. On y lit que le Front National a tué encore un homme. Sur la berge, les enquêteurs pratiquent les derniers relevés. Ce soir, l'autopsie confirme la mort par noyade du jeune Marocain poussé à l'eau alors qu'il se promenait sur cette berge. Les enquêteurs en sont certains. Les meurtriers venaient d'un groupe d'une vingtaine de skinheads qui fermait le cortège du Front National. Pour les riverains, l'agression d'un jeune à vélo a précédé celle de Brahim Bouharam. Les skinheads là, qui fermaient la manifestation l'ont agrippé et ont commencé à le tabasser. Et il y avait 4 services d'ordre de Le Pen qui ont pris les skinheads et qui l'ont dit d'arrêter. Le type est parti en vélo et on se retourne et on voit un affolement de gens. C'est-à-dire c'est simultané. Et il y a des skinheads qui couraient là pour remonter. Pour l'instant, les policiers n'ont que peu d'éléments pour identifier les agresseurs. Ils épluchent les photos et les films pris pendant la manifestation en fin de cortège. C'est vraiment des skins, ils étaient tous habillés pareil en bombers, rangers, jeans noirs. C'est des skins quoi, ça me fait penser quand je vois à la télé à la tribune Boulogne au Parc des Princes quoi. 4 personnes ont été arrêtées puis entendues comme témoins aujourd'hui, mais elles ne semblent pas correspondre aux suspects. Hier, l'audition des 2 sympathisants du Front National présents sur le pont au moment des faits n'a pas permis de dresser de portrait robot. Une vingtaine d'associations antiracistes, des syndicats ainsi que le PS et le PC ont appelé à une manifestation contre la haine raciale demain après-midi sur le lieu de ce meurtre au pont du Carrousel à Paris. Les 2 candidats à l'élection présidentielle, messieurs Jospin et Chirac, ont tous 2 condamné avec la plus extrême vigueur les agissements d'activistes présents dans le sillage du Front National. Je vous propose d'entendre leur porte-parole. La question, d'après moi, est posée aujourd'hui de l'existence du Front National et du respect par le Front National d'un certain nombre de règles démocratiques. À partir du moment où ils ne respectent pas ces règles, la démocratie doit se protéger. Je crois que ceux qui votent Front National aujourd'hui, quels que soient leurs problèmes sociaux, commettent une faute. Cette faute, nous la retrouvons dans ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'ils donnent la possibilité à des bandes armées d'utiliser leur misère sociale pour faire autre chose, c'est-à-dire pour prôner le racisme, pour se comporter de manière violente et pour préparer les conditions d'arriver effectivement à la tête de ce pays d'un gouvernement d'extrême droite. La réaction, je l'imagine, d'une très grande majorité de nos compatriotes devant ce que l'on peut qualifier d'un drame épouvantable et d'un meurtre ignoble. Jacques Chirac l'a rappelé très rapidement, l'indignation et la consternation devant un drame odieux qui semble être de nature raciste. Il faut encore attendre naturellement l'évolution de l'enquête. Je crois que Jacques Chirac l'a rappelé avec force et avec conviction à la vigilance de la part de tous les responsables politiques devant ce qui peut être interprété comme des propos racistes, xénophobes, antisémites, et qui naturellement peuvent flatter les bas instincts et conduire à ce type de drame épouvantable. Cette présidentielle 95 a été relativement paisible. Les drames ou incidents graves qui ont émaillé la campagne ont à chaque fois mis en cause plus ou moins indirectement des militants ou des sympathisants du Front National. Rappel signé Christophe Tortora.
Ibrahim Ali est mort à 17 ans pour avoir croisé une nuit de février des colleurs d'affiches du Front National. Ce jeune Français d'origine comorienne a été tué par balle par 3 militants du Front National. Les 3 hommes ont été mis en examen pour homicide. Pourtant, Bruno Maigret évoque la légitime défense de ces militants. L'un d'entre eux a été violemment agressé par une quinzaine de Comoriens et ses 2 compagnons qui se trouvaient 300 mètres plus loin sont venus à son secours en état de légitime défense. Selon les amis d'Ibrahim Ali, aucune altercation entre les 2 groupes n'a précédé les coups de feu. Quelques semaines plus tard, en meeting à Aix-en-Provence, Jean-Marie Le Pen fait de cet homicide un argument de campagne. Mais lui, il préfère parler d'un accident. Le triste accident qui s'est passé il y a quelques semaines à Marseille a eu cependant l'avantage de révéler aux Marseillais eux-mêmes qu'ils ignoraient qu'il y avait 50 000 Comoriens à Marseille. En mars, à Auch, de violents affrontements ont opposé des jeunes de la caravane de campagne du Front National à des étudiants. J'étais assis sur un banc et puis ils sont arrivés et puis tout ce qui bougeait, tout ce qui ressemblait à un lycéen, ils cognaient. Le gendre de Jean-Marie Le Pen a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Il a fait appel. D'autres membres de la caravane s'indignent. Vous savez que depuis 3 semaines, nous avons l'habitude. Et en 3 semaines, nous n'avons pas mis une seule claque. Enfin, hier à Paris, alors qu'un Marocain de 29 ans est tué, poussé à l'eau par 3 skinheads qui ont quitté quelques instants la manifestation du Front National, Jean-Marie Le Pen parle là d'un incident. Personne ne sait rien de cet incident qui s'est produit hors du défilé de Jeanne d'Arc, hors du défilé du Front National. Des incidents, accidents ou meurtres qui ne sont pour certains que des détails dans l'histoire du Front National. Toute une série de drames ou d'incidents qui entraînent, Benoît Duquesne, un certain nombre d'interrogations sémantiques, juridiques et politiques. Oui, quand on fait l'inventaire de ces incidents, comme dit Jean-Marie Le Pen, ou plutôt des actes de violence graves qui ont émaillé cette campagne, tous se sont produits en marge ou à l'occasion de meetings, de manifestations, d'opérations d'affichage du Front National. On a rappelé le Comorien de Marseille, l'Algérienne enceinte de Courbevoie prise à partie à la sortie d'un meeting, les jeunes d'Auch frappés par la caravane du Front National. Le dernier incident en date est un crime. Brahim Bouram était marocain, il tenait une petite épicerie de quartier et prenait le soleil à Paris. Jean-Marie Le Pen est-il responsable de ces violences? Juridiquement non. Mais est-ce suffisant quand il ne condamne pas ouvertement, quand il regrette simplement qu'un malheureux se soit noyé, quand il parle au contraire de procès en sorcellerie, de provocation, de déclarations scandaleuses d'irresponsables politiques? Est-ce suffisant quand son discours tous les jours prend les étrangers pour cible? Alors il y a la démocratie, le souci d'équilibre dans les temps de parole, les 15% du premier tour et l'électorat conséquent. Mais faut-il pour autant s'habituer à ce genre d'incident? Faut-il compter les morts en attendant que la police ait fait son travail? À propos, Monsieur Le Pen, un incident est un événement secondaire, accessoire, sans importance excessive et généralement fâcheux. Ça, c'est ce que dit le dictionnaire. On aurait presque envie d'ajouter un simple détail, Monsieur Le Pen. Mis à part ce drame, toute la presse fait bien évidemment ses gros titres ce matin sur le débat Jospin-Chirac de ce soir, duel en direct ou encore le grand oral, voire 2 heures pour convaincre. Clin d'œil quelque peu malicieux de la programmation télévisée. La Une devait normalement diffuser ce soir Rambo 2 et France 2 le Rapace à la place à partir de 21h. Ce débat qui s'annonce décisif et devrait battre tous les records d'audience. Comme dirait le regretté Victor Hugo, quand je tiens un bon duel, je ne le lâche point. Reportage de Patrice Romden et Pierre-Laurent Constant avant les 3 coups. Plus compliqué que le débat, la préparation du débat. D'abord, il faut une table, la voilà. Ensuite, des doublures. Lui, c'est Chirac. Elle, c'est Jospin. Et puis d'abord, pourquoi elle? Monsieur Jospin fait 1m85, je suis approximativement de sa taille. C'est surtout la silhouette qui est importante. Très bien. Ensuite, il faut une script, en coulisses. Où est-ce qu'on est là, madame? Dans la salle réservée aux 2 scripts qui vont chronométrer chacun des 2 candidats. Donc vous avez 2 écrans, un principal, un secours, un principal, un secours, un chrono principal, un chrono secours, chacun allant dans un des 2 quarts et allant sur le plateau. Voilà, donc, dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, vous... Voilà, dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, ça part. Et quand il la ferme, ça s'arrête. Et puis, un trio de réalisateurs. L'un est aux commandes, les 2 autres veillent au bon traitement de leur candidat. C'est pas un peu trop tout ça, ces petits calculs, ces petits...
Non, enfin, on peut présenter ça comme ça. Si on avait plus le temps, je vous expliquerais en quoi ça consiste à prendre le langage audiovisuel au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même expression. Si par exemple lui, il fait un très gros plan de moi, allez-y, faites un très gros plan. Vas-y, fais un gros plan. Bon, c'est pas la même perception que s'il s'éloigne, allez-y, éloignez-vous rapidement. Bon, très bien. On fait un autre essai. S'il se met par terre. Vas-y, baisse-toi. C'est pas la même impression. C'est pas la même impression, évidemment, que s'il se met en plongée et moi je baisse. D'accord? Ça s'appelle le langage audiovisuel. On a une génération, vos enfants, les miens, qui sont nés avec la télévision. Pour une fois, on prend ce langage-là au sérieux. Une fois tous les 7 ans, ça va, non? Compris. Reste 2 journalistes, quant aux autres, dehors. On dégage complètement la salle. Mais c'est maladif, quand on les vire, les journalistes écoutent aux portes, c'est-à-dire dans la régie. 20h55, tout le monde s'en va. Il ne reste que les 2 personnes habilitées par le candidat. Et on peut savoir qui c'est, nous, pour ne pas, parce que je ne sais pas. Si c'est Raquel Welch, Guillaume aura du mal à regarder Chirac et Jospin. Voilà, c'est le grand soir à la Maison de la Radio où nous retrouvons en direct Roland Sicard. Roland, est-ce que les héros sont arrivés? Eh bien écoutez, ils viennent d'arriver il y a à peine quelques minutes. On va peut-être voir les images, je ne sais pas si on les a déjà. Voilà, alors c'est Lionel Jospin qui est arrivé le premier à 20h04 très précisément, et puis Jacques Chirac vers 20h11. Vous le voyez, des images de voitures fermées. On n'a pas vu, nous, physiquement, les candidats, on n'a vu que leur voiture. Alors ce que l'on sait tout de même, c'est que ces 2 candidats ont été accueillis par Hervé Bourges, le président du CSA, par les présidents de chaîne, Jean-Pierre Elkabbach pour France 2, et puis par Roland Dumas, le président du Conseil constitutionnel, ce qui montre bien la solennité prise par ce débat. Les invités des 2 candidats, eux, arriveront un petit peu plus tard, vers 20h30, une vingtaine d'invités pour Lionel Jospin, peut-être un peu moins pour Jacques Chirac, car les principaux lieutenants de Jacques Chirac suivent le débat de leur quartier général, de l'avenue d'Iéna. Il faut dire que les invités n'ont pas accès au plateau principal. Et puis, eh bien, pour le reste, ce que je vous dirais, c'est que tout sera sans doute prêt à 21h précise, c'est-à-dire maintenant, eh bien, dans 49 minutes. Merci beaucoup Roland. Les experts politologues estiment que ce face-à-face au sommet peut faire basculer un certain nombre de suffrages qui pourraient s'avérer décisifs avant ce débat, donc qui démarrera à 21h précise. Nous reviendrons vers 20h45 sur les grands enjeux politiques de ce duel. Un débat qui devrait éclairer un certain nombre d'électeurs encore perplexes alors que de nombreuses questions restent en suspens malgré la longue campagne électorale, que ce soit sur la fiscalité, la politique européenne, les institutions, la réduction du temps de travail ou encore la protection sociale. Sur ce dernier dossier très complexe, explication détaillée d'Antoine Cormery et Frédéric Crotta. Le constat est le même. Pour les 2 candidats, la protection sociale se dégrade en France. Mais les moyens à mettre en œuvre pour rétablir son équilibre et son efficacité ne sont pas les mêmes. Pour le candidat Jospin, il s'agit de défendre le modèle européen en refusant une privatisation ne serait-ce que partielle de la sécurité sociale. Pour le candidat Chirac, il ne s'agit pas de plafonner les dépenses de santé, mais de rendre le système français moins coûteux et plus performant. En matière sociale, pour le candidat Jospin, une solidarité plus efficace suppose une solidarité mieux partagée. Le candidat Jospin veut réorganiser l'offre de soins avec pour personnage central de cette réforme le généraliste. Celui-ci sera un passage obligé avant l'accès aux spécialistes. Il faudra également défendre l'hôpital public, encadrer les dépenses de la médecine libérale et chaque année, les grandes masses des recettes et des dépenses devront être définies en concertation avec les partenaires sociaux. Le candidat Jospin prévoit des recettes supplémentaires. Par exemple, l'extension de la contribution sociale généralisée aux revenus des capitaux, l'épargne populaire évidemment en étant exceptée. Pour ce qui concerne les retraités, le candidat Jospin veut leur faire bénéficier des fruits de la croissance. Il veut également augmenter les prestations familiales pour les plus défavorisés. Au cœur du projet du candidat Chirac, une gestion séparée des branches maladie, vieillesse et famille pour établir une vraie transparence des comptes. D'autre part, l'État doit tenir son rôle et prendre à sa charge tout ce qui relève de la solidarité nationale en laissant à la sécurité sociale le seul risque maladie. Autre proposition du candidat Chirac, la réforme de l'hôpital qui doit permettre la mise en œuvre de contrats d'objectifs avec les équipes soignantes. Le candidat Chirac propose par ailleurs le développement de l'hospitalisation à domicile. Notre objectif n'est pas, comme c'est le cas pour les socialistes et comme ils l'ont fait entre 88 et 93, de dépenser moins, mais nous le répétons, de dépenser mieux, de faire en sorte que l'argent qui sert à financer la protection sociale soit correctement utilisé en direction de l'ensemble des Français et sans que ne s'installe une médecine à 2 vitesses. Enfin, sur la retraite, le candidat Chirac souhaite maintenir le système actuel de répartition tout en incitant à l'épargne volontaire.
Lié à la réussite de la politique de lutte contre le chômage, le dossier de la protection sociale s'inscrira parmi les priorités du futur président, quel qu'il soit. Édouard Balladur a réuni cet après-midi son comité de soutien du 15e arrondissement, dont il était le député, 15e arrondissement, ainsi que les élus de cet arrondissement de Paris, qui lui avaient réservé, vous allez le voir, une gentille surprise. Sur place, Nathalie Saint-Cric et Arnaud Le Goff. Si certains se préparent fébrilement à débattre ce soir, d'autres fêtent tranquillement leurs 66 ans dans un grand hôtel parisien. Mais entouré des membres de son comité de soutien du 15e arrondissement, balladuriens et chiraciens confondus, le Premier ministre, beau joueur, a également tenu à appeler ses électeurs à voter Jacques Chirac. Nous devons donc, je le répète encore une fois, tout faire pour gagner dimanche prochain et tout faire pour que dans le 15e arrondissement en tout cas, à Paris également et dans la France entière, ça va de soi, Jacques Chirac gagne largement la compétition du second tour. Je pense que tout ça est parfaitement clair. Il vous reste donc 4 jours pour être aussi actif qu'il est possible, aussi convaincant qu'il est possible, aussi dynamique qu'il est possible. Restait à convaincre tous ses supporters, mais Édouard Balladur avait ce soir le sentiment du devoir accompli. En mai, fais ce qu'il te plaît. Hier, 1er mai, le chanteur Renaud a annoncé qu'il soutiendrait Lionel Jospin par discipline républicaine, tout en ayant des mots pas très aimables pour l'actuelle majorité. Avec le souci déontologique de strict équilibre qui nous habite, nous avons sollicité le point de vue d'un autre chanteur, Yves Dutheil, qui lui ne cache pas ses sympathies pour Jacques Chirac. Il semble très grave qu'on fasse de l'enjeu de cette campagne présidentielle une sorte de guerre psychologique des mots, pour essayer de remplacer l'absence d'idées par la guerre des mots. Bon, Renaud est un ami, presque un ami intime, et j'ai beaucoup d'affection pour lui, donc je ne peux pas lui en vouloir de voter Jospin. Simplement, il n'a pas l'air très très enthousiaste pour voter Jospin, et en plus, quand il dit lui-même des mots comme les ignobles ou les bandits, sans le vouloir, il participe lui-même à ce terrorisme verbal, et ça n'apporte pas grand-chose au combat des idées. François Mitterrand a accueilli cet après-midi à l'Élysée une délégation du marché d'intérêt national de Rungis, venue pour la dernière fois officiellement lui remettre le traditionnel muguet du 1er mai. L'occasion pour le chef de l'État de souhaiter que cette aimable tradition soit poursuivie par son successeur. À l'étranger, à noter tout d'abord les bruits de bottes qui se multiplient dans l'ex-Yougoslavie et notamment en Croatie où l'armée régulière a mené une vaste opération contre les autonomistes serbes du Krajina qui ont répliqué en bombardant Zagreb ce matin. Dernier bilan, 5 morts et une centaine de blessés. Les Croates s'annoncent victorieux et ont promis à l'ONU de stopper leur offensive. Tout de suite le point avec Thierry Tuillier. Les chars croates dans les rues d'Okučani. L'armée de Zagreb vient de reconquérir cette petite ville de la Slavonie occidentale, en Croatie, où vit une importante minorité serbe. Okučani est le verrou qui permet de contrôler les 23 km de l'autoroute Zagreb-Belgrade, jusqu'alors aux mains des Serbes. Voilà 4 ans, les mêmes soldats n'étaient pas aussi bien équipés et ils avaient dû reculer devant l'avancée des miliciens serbes et de l'armée yougoslave. Défaits dans le centre de la Croatie, les Serbes ne sont pas restés sans réaction. Ce sont vraisemblablement leurs artilleurs qui ont bombardé aujourd'hui Zagreb, tuant 5 personnes. Les habitants de la capitale ont réappris, s'ils l'avaient oublié, que les premières lignes serbes ne sont qu'à 60 km. Aux morts croates répondent d'autres victimes, serbes cette fois-ci, surprises chez elles ce matin par la bombe d'un MiG croate dont la cible était ce pont, l'un des derniers qui relie la Bosnie serbe avec les Krajina. L'aviation de Zagreb a échoué et ce sont des soldats défaits mêlés aux réfugiés qui l'ont emprunté pour fuir les combats. Les casques bleus, quant à eux, ont abandonné depuis longtemps leur poste de contrôle. La Croatie a annoncé ce soir. En Italie, réouverture du procès de l'année, sinon du siècle, celui des assassins présumés du juge antimafia Giovanni Falcone. Au banc des accusés, plusieurs dizaines de mafieux, dont le chef suprême, Toto Riina. Commentaire de notre correspondant permanent en Italie, Alain Chalvron. Cela promet d'être le procès de Nuremberg de la mafia. Dans ce palais de justice de Caltanissetta, au centre de la Sicile, sont jugés 41 mafieux, dont le chef suprême de Cosa Nostra, Toto Riina. Une revanche posthume pour le juge Falcone. La mafia, avait-il l'habitude de dire, a eu un début
elle aura une fin. Pour le faire taire, la coupole, la direction collégiale de la mafia, a donc décidé de le supprimer. Le 23 mai 1992, il y a 3 ans, une bombe télécommandée d'une demi-tonne explose sur le passage du juge. Il sera tué, ainsi que sa femme et ses gardes du corps. Grâce en particulier aux confessions de 49 repentis, l'enquête permettra de mettre à jour le scénario de l'attentat et surtout comment la décision de l'organiser a été prise par la coupole. Ce procès sera donc plus que le procès de simples assassins, ce sera le procès de la mafia comme organisation criminelle, ce qui explique qu'il durera au moins 1 an et demi et qu'il verra défiler 680 témoins à la barre. Aux États-Unis, les suites de l'attentat d'Oklahoma City, les sauveteurs ont arrêté les recherches d'éventuels survivants. Le dernier bilan fait état de 139 morts, alors qu'environ 50 personnes sont toujours portées disparues. D'autre part, la police du Missouri a annoncé aujourd'hui l'interpellation de 2 hommes dans le cadre de l'enquête sur cet attentat à la voiture piégée. 2 hommes qui circulaient à bord d'une voiture blanche immatriculée dans l'Arizona et qui étaient activement recherchés par le FBI. Statistique accablante de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur une population mondiale de 5,6 milliards d'habitants, on a recensé l'an dernier sur la planète environ 2 milliards de malades. Première victime de cette mauvaise santé, les enfants. Plus de 12 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts en 1993, soit l'équivalent de la population de la Norvège et de la Suède réunies. La plupart faute de vaccination qui sont pourtant monnaie courante dans les pays riches. Précision avec Florence Bouquilla. C'est la maladie la plus meurtrière au monde, la pauvreté tue de plus en plus sûrement. D'après le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 2 milliards de malades et plusieurs millions de morts pourraient être évités si le niveau de vie de nombreuses populations augmentait, ne serait-ce qu'un peu. La fracture nord-sud existe toujours en matière de soins, mais l'écart se creuse entre les pauvres et les très pauvres. Pourtant, les moyens financiers existent. Les vaccins, par exemple, si facilement disponibles dans nos pays riches et qui sauveraient des millions d'enfants. Car les maladies les plus meurtrières dans le monde sont souvent des maladies que l'on pourrait prévenir. Si ce sont des enfants, ce sont les maladies infectieuses qui sont les plus tueuses. Et les maladies infectieuses, au premier rang desquelles se situent des maladies virales comme la rougeole, qui sévit en épidémie très meurtrière dans les pays du tiers-monde, ou bien comme la méningite cérébrospinale, maladie bactérienne, ou enfin une maladie parasitaire telle le paludisme. Les personnes âgées, elles, meurent d'infarctus, de maladies dégénératives ou de cancer. Le tabac fait des ravages, tuant 6 millions de personnes. L'OMS s'attend aussi à ce que le sida ait décimé plus de 8 millions de personnes dans les 5 prochaines années. Pourtant, l'espérance de vie a globalement augmenté de 4 ans pour atteindre 65 ans. Mais là encore, l'inégalité nord-sud est cruelle. Au Japon, aux États-Unis, en France, l'être humain peut espérer atteindre 75 ans. Dans plusieurs pays d'Afrique, il ne dépasse pas 40 ans. Grande première sociale à Marseille où un vaste centre de tri parallèle a été improvisé depuis maintenant 3 jours afin de réguler la distribution du courrier passablement perturbée par 7 semaines de grève. Un reportage Patrice Vollet et Bernard Connor. Un face-à-face entre grévistes et non-grévistes. Au 49e jour de la grève, la mobilisation continue. Michel et ses camarades ne veulent pas désarmer. À 2 pas, en plein Marseille, un centre de tri parallèle. La police y monte la garde, y surveille les camions. Ici, 200 jeunes contractuels et 60 cadres de la Poste assurent le tri pour toutes les Bouches-du-Rhône. Il y a encore du retard, 2 à 4 jours environ, mais le courrier passe. Pour garantir le bon traitement des objets qui nous sont confiés par les clients et par les usagers, il était nécessaire de centraliser tout ça. Ça permet également d'optimiser les moyens, d'éviter des stockages inutiles, des transferts, toutes ces choses-là. En 7 semaines de conflit, certaines négociations ont abouti, d'autres non. C'est le cas des 2 centres de tri de Marseille-Gare. La Poste veut les délocaliser pour les moderniser. 600 emplois seraient supprimés, refus des syndicats. Et là, il y a un problème puisque la direction de la Poste se sert donc de la modernité, de la modernisation pour essayer de supprimer des emplois. Nous, on dit modernisons, oui, et profitons-en pour réduire le temps de travail. Un autre enjeu du conflit, la suppression de 21 tournées de facteurs dans le centre de Marseille. Pour les grévistes, le symbole d'une poste qui prépare sa privatisation.
Les préparatifs de la Coupe du Monde de football 98, Édouard Balladur a signé le contrat de concession du grand stade de Saint-Denis qui doit être livré en principe fin novembre 97. Le coût actuel de ce stade est estimé à quelque 2,7 milliards de francs. Le chantier devrait démarrer dès demain car il n'y a maintenant plus d'une heure à perdre. Reportage Yann Lavoie, Jean Pessieux. 3 dossiers volumineux, 1000 pages en tout, c'est le contrat de concession du grand stade passé entre l'État et le consortium des constructeurs. Une conférence de presse cet après-midi en a précisé les conditions. La construction du grand stade coûtera 2,7 milliards, payé pour près de la moitié par l'État et à 53% par le consortium, c'est-à-dire le privé. Le consortium qui exploitera le stade s'est engagé à le mettre en service le 31 janvier 1998, 4 mois et demi avant la Coupe du Monde de football. Ces 80 000 places assises sont prévues pour le foot, mais le stade est modulable pour le rugby et l'athlétisme. Finalement, on aura un stade qui sera digne de notre pays, qui sera digne d'accueillir soit une Coupe du Monde, soit des Jeux Olympiques en 2000, je ne sais pas combien, une Coupe du Monde de rugby. On n'avait pas l'élément pour avoir de grandes manifestations sportives en France. Maintenant, on l'a, donc on est complètement heureux. L'accord de concession a été difficile. Le stade n'est rentable que si un club y joue en permanence. Or, aucun ne s'est manifesté. Le PSG notamment déclarant se trouver très bien au Parc des Princes. Les fédérations de foot et de rugby ont promis une vingtaine de matchs par an, insuffisant. L'État a donc accepté de verser au consortium une compensation financière. Si nous constatons en septembre 1998 qu'il n'y a pas de club résident, l'État versera une indemnité aux concessionnaires pour qu'ils puissent tenir le coup la première année, éventuellement la seconde année, et on se reverra pour tout renégocier. Des indemnités de quel ordre? 50 millions par an. Sur le terrain, les travaux commenceront dès cette semaine. Mais avant de dresser les fondations, il faut dépolluer le sol. Des sondages ont montré la présence d'hydrocarbures, coût supplémentaire de 50 à 100 millions à la charge de l'État. Les pelleteuses vont donc déloger les canards qui campaient sur le site. Quant aux millions de mètres cubes de déblais, au lieu de camions, ce sont des péniches qui les emporteront. Le maire de Saint-Denis est satisfait. En Meurthe-et-Moselle, le mystère de la dalle Quichot va peut-être bientôt s'éclaircir. Depuis plusieurs jours, la dalle de béton sur laquelle est construit un pavillon à Hélecourt, près de Nancy, s'était en effet mise à chauffer très sérieusement sans aucune explication rationnelle ni scientifique. Selon certains experts, cet échauffement est probablement dû à une réaction chimico-électrique du terrain argileux. Tout de suite des précisions avec ce reportage sur place de Ludovic Saussard et de Sylvain Gauthier. La famille de Sagoris, visiblement perplexe, perdue entre les journalistes et les scientifiques. Perplexe car elle n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière dans la cave de leur maison de la banlieue de Nancy. Ici, en plein milieu du garage, la température du sol a atteint les 100 degrés Celsius sans que personne ne réussisse à expliquer le phénomène. Des prélèvements ont été effectués, on a même aujourd'hui inspecté les canalisations de la maison à l'aide d'une caméra, sans résultat. Et c'est donc en désespoir de cause que tous les experts réunis à la mairie cet après-midi ont trouvé une explication scientifique, très scientifique. Cette masse de terre, qui est en quelque sorte comme une batterie, agit comme une batterie, accumule cette énergie jusqu'à un certain seuil. Et lorsque ce seuil est atteint, eh bien cette énergie, sous forme de photons rouges, envahit l'environnement. Bref, pas de bombes cachées, de phénomènes radioactifs ou électriques, et toujours un peu de méfiance. On essaye du mieux qui nous est possible de comprendre, mais c'est pas pour ça qu'on est crédule et qu'on croirait à n'importe quoi. Ils attendent donc les résultats plus définitifs de la semaine prochaine avec l'ouverture de la dalle. Quant à la température du sol, elle continue de baisser et atteint ce soir les 20 degrés. Spectaculaire et dramatique collision entre un train de voyageurs et un poids lourd ce matin sur un passage à niveau près de Morsinx dans les Landes. Le conducteur de l'autorail et un autre agent de la SNCF ont été tués, 15 passagers blessés dont 2 grièvement. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce camion n'a pu s'arrêter au passage à niveau suite à un problème de frein et il a défoncé les barrières automatiques qui étaient fermées. Roger Desmar, le pilote accidenté dimanche lors des 24 heures motonautiques de Rouen, est décédé aujourd'hui à l'hôpital des suites de ses blessures. Un autre accident dramatique a eu lieu aux États-Unis lors du Grand Prix d'Atlanta du championnat américain d'endurance. Des images extrêmement spectaculaires commentées par Frédéric Bollet. Lancé à 200 km/h, le Canadien Jimmy Dale n'a eu qu'une fraction de seconde pour réagir, mais déjà, c'était trop tard.
Un choc effroyable qui s'est passé lors des 4 heures d'Atlanta, comptant pour le championnat américain d'endurance. En perdition sur sa Ferrari jaune, l'Italien Fabrizio Barbazza, ancien pilote de Formule 1, est littéralement éperonné, transpercé. Évacué inconscient, Barbazza est toujours dans un état grave 48 heures après l'accident. Blessé surtout à la tête, il n'a pas encore repris connaissance et est sous respiration artificielle. Le Canadien Dell, lui, souffre de multiples fractures aux jambes. Demain mercredi, sortie sur nos écrans du film The Killer, le tueur, signé John Woo, un cinéaste de Hong Kong dont le talent n'a pas échappé à des spécialistes comme Scorsese ou encore Tarantino. Ce spécialiste des polars très violents a une manière si singulière de filmer que ses œuvres sont étudiées à l'université. Reportage Pascal Deschamps, Jean Cornu. Ce jour-là, il faisait un temps à ne pas mettre une universitaire dehors. Nicole Brenez, enseignante à Aix-en-Provence, a poussé la porte d'un cinéma. De ce jour date sa rencontre avec John Woo, son envie de l'étudier puis de l'enseigner, comme elle le fit il y a quelques mois à la Cinémathèque française. J'ai centré sur un corpus qui me semble aujourd'hui majeur et qui est un peu délaissé par la critique, c'est celui du film d'action. Ici, évidemment, le travail de John Woo s'impose, puisque la mort est à la fois son motif préféré et son problème permanent. Adulé par Luc Besson, par Martin Scorsese ou Tarantino, John Woo cache ainsi derrière des scènes d'action spectaculaires d'autres préoccupations. Ces cinéastes-là, ils savent, je dirais, mais comme n'importe quel individu dans le monde, que l'histoire des hommes, ça a été une histoire du mal. Et donc il faut la raconter comme telle, sans phare, sans se tromper, sans faire de détour, il faut y aller, enfin ils y vont frontalement. Quand on entend John Woo en entretien, on reçoit une leçon de morale et de civisme pendant 1 heure. Enfin, c'est quelqu'un qui ne parlera pas exactement de la façon dont il fait ses films, mais des valeurs qu'il entend y faire circuler, c'est-à-dire la dignité, la bonté, le souci de l'autre, la fidélité, enfin, des choses qui seraient inadmissibles dans la bouche de quelqu'un d'autre. Le killer, c'est donc un héros solitaire, prisonnier de la violence mais en quête de rédemption. Un tueur à gages qui décide de prendre en charge une jeune chanteuse qu'il a accidentellement rendue aveugle au cours d'un échange de coups de feu. John, est-ce que tu es revenu? Oui, Jenny. 你帶咗朋友嚟啊？啊，我有嚟。 Les films réalisés par John Woo aux États-Unis, où il travaille depuis 3 ans, n'ont plus la même force. Jamais distribué en France, celui-là est donc un petit bijou à voir absolument par ses fans, comme par ceux qui veulent le découvrir. Changement de programme sur France 2 jeudi, à la suite du meurtre du jeune Marocain. La direction de la chaîne a en effet décidé la rediffusion du film de Roger Hanin, Un train d'enfer, donc à 21 h après la diffusion, après le journal, de 2 interviews des candidats à l'élection présidentielle, Lionel Jospin et Jacques Chirac, donc jeudi. À événement exceptionnel, soirée exceptionnelle, après la météo et divers messages, nous reviendrons vers 20h45 sur l'enjeu du grand débat qui va opposer tout à l'heure Lionel Jospin à Jacques Chirac sur notre antenne à partir de 21h précise et pour en principe 2 heures d'horloge en direct de ce studio 101 à la Maison de la Radio. Vers 23 h, nouvelle édition spéciale avec les premières analyses et commentaires, avec notamment les réactions à chaud des supporters des 2 candidats. Demain, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra successivement Hervé de Charette à 7h45 et Pierre Mauroy à 7h54. Dernier journal ce soir en compagnie de Philippe Lefebvre vers 1 h du matin. Bonne fête au Boris, bon anniversaire à Serge Reggiani, à 73 ans. Dans un instant, la météo avec Laurent Romeshko, une météo moins hard que celle de mes confrères de la télévision britannique d'ITV, où le présentateur météo, jugé habituellement sur une grande carte flottante dans les docks de Liverpool, a reçu hier la visite quelque peu inattendue d'un homme nu comme un verre qui voulait bondir jusqu'à l'Irlande et qui a mal calculé son coup et qui s'est retrouvé dans les eaux des docks, ce qui lui a d'un seul coup rafraîchi les idées. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, 20h45. À tout de suite.